Hervé Morin, je me tourne vers vous. Ce matin, on a abordé la question du modèle économique des ports, ce que vient de dire Hervé Matel. Ça a été abordé sous différents angles. On a aussi parlé de la question de la massification, développement de la fluidité. On a aussi parlé de se concentrer peut-être un peu davantage vers les besoins du client. Ça a été évoqué par M. Thyssen, qui venait de Rotterdam. Il y a pas mal de sujets qui ont été abordés. Cet après-midi, la question, c'était plus celle du champ politique, c'est-à-dire comment faire pour que, une fois qu'on est à peu près d'accord sur le cap et l'orientation, en gros, tout le monde dit il faut faire mieux, et tout le monde, ça fait consensus, hein, c'est assez rare. Comment on fait? Jusque-là, tout le monde est d'accord. Comment on fait au niveau du politique pour qu'on arrive à la fois suivre la vision d'un État avec sa stratégie, tout en y agrégeant les savoir-faire des ports, mais aussi à l'échelle d'une certaine proximité des régions. Comment travailler ensemble? Tout d'abord, bonjour. La première chose d'abord, c'est que, je le dis en tant que Normand, c'est d'avoir la paix sociale dans le port. Parce que vous pourrez faire tous les efforts de la planète quand, grosso modo, vous avez un phénomène qui s'avère s'apparenter à une opération de suicide collectif qui consiste grosso modo à tuer tous les efforts qui peuvent être effectués parce que vous n'êtes pas capable d'assurer un service à vos clients. Vous pourrez faire tous les investissements de la planète, les chatières, les projets en tout genre. Si globalement vous adressez comme message au monde entier que si vous voulez avoir la certitude que vous ne serez pas certain de pouvoir décharger en temps et en heure, c'est cuit. Donc la première question, elle est là. Question sociale. La question, elle est sociale. Quand le port du Havre se retrouve bloqué comme il a été bloqué, eh bien, vous détruisez tous les efforts que peuvent faire les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou économiques. Voilà. D'abord, il faut le dire, parce que c'est trop facile d'aller chercher d'autres causes, d'autres raisons, d'autres motifs. Le premier motif, il est là. C'est pas qu'une question d'image, parce que ça quand crée une mauvaise image moi je rencontre régulièrement les acteurs portuaires, et donc je l'ai fait il n'y a pas très longtemps à l'abbaye aux Dames, c'est-à-dire au siège du conseil régional. C'est quand même ce que nous avons vécu en Normandie et tout de même du domaine de l'absurde absolu quand on réfléchit à l'enjeu que représente l'activité portuaire pour la Normandie et aussi pour la France. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc il faut que, je ne dis pas que c'est facile, j'ai été au gouvernement, je sais à quel point c'est pas aussi évident que ça, mais il faut faire en sorte que la loi soit appliquée, quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'après, sur la construction d'un projet, très franchement, peut-être parce que j'ai, sans renier et sans changer de camp politique, ça ferait trop plaisir à Philippe Duron, j'ai une très bonne relation avec le Premier ministre et je trouve qu'il n'y a aucun sujet quand on aborde des problématiques territoriales et de développement. Je pense qu'une majorité régionale et un gouvernement issu de l'autre famille politique doivent être en capacité de s'entendre. Parce que vous me dites comment. Donc je dis cela parce que nous le faisons sur le ferroviaire et j'observe que dans le cadre de la révision du contrat de plan, comme les présidents de région l'avaient demandé, on a pu obtenir 2 écluses supplémentaires dans le contrat de plan parce que le dialogue s'est fait très naturellement et je trouve que sur ces sujets-là, on doit autant que possible évincer la politique. J'ajoute par ailleurs qu'on peut aussi l'évincer quand il s'agit de relations entre des présidents de métropole, d'agglomération et le président de la région. Et j'observe qu'en Normandie, alors que parfois la confrontation politique, notamment dans l'ancienne Haute-Normandie, est assez rude, moi j'observe qu'on arrive très bien à travailler avec le président de la métropole de Rouen, qui est de l'autre famille politique. Ça, c'est les éléments politiques, si je puis dire. Mais le premier, c'est d'abord la paix sociale. Le second, au risque d'attrister le préfet Philizot, qui fait au demeurant un excellent travail, c'est que je pense que l'erreur qu'a commise le gouvernement, c'est de confier à un fonctionnaire de l'État le soin de s'occuper de l'axe Seine. Et j'espère bien que l'année prochaine, on redonnera la main aux politiques. Et donc, on redonnera du souffle politique à quelque chose
qui est éminemment politique et qui doit être une construction qui en effet relève de l'ensemble des acteurs, mais qui doit être portée par une figure politique. Quand vous regardez comment les choses se font dans les autres ports, du Benelux ou d'Allemagne, ce sont d'abord des autorités politiques qui portent le projet de développement. Quand vous discutez avec les Allemands, le port de Hambourg, c'est l'affaire du Land de Hambourg. Et donc, très clairement, ce que nous voulons avec Valérie Pécresse, nous avons évoqué ces sujets-là avec les différents candidats aux primaires, c'est que cette histoire redevienne une histoire portée par les politiques régionaux qui ont, pour l'essentiel, les instruments, c'est-à-dire le financement du développement. Enfin, il y a la question des infrastructures et des équipements. Je sais quelle est la position du port autonome du Havre, pour dire les choses très clairement, mais nous avons un échec qui est pour l'instant assez violent, qui est cette fameuse plateforme. On peut le dire comme on veut. Je sais que c'est déplaisant de dire qu'on peut échouer, mais nous avons investi dans une infrastructure qui, pour l'instant, n'est pas en mesure de pouvoir assurer son service. Ou du moins, ce pourquoi elle a été faite. Il faut le dire, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas dire le contraire. Non, mais le pourquoi, vous avez dû déjà largement en parler, donc je ne l'évoque pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'améliorer largement la fluidité de l'axe Seine et notamment du port du Havre. Ça passe par Serqueux-Gisors, bien entendu. Ça passe par ce que j'ai demandé à SNCF Réseau, c'est qu'on relance les études sur l'idée de pouvoir connecter la façade maritime au marché de l'Est. C'est une demande des Havrais, je pense qu'elle est extrêmement légitime. C'est faire en sorte qu'on ne retourne pas dans le bouchon de l'Île-de-France, mais qu'on puisse aller chercher les sillons, le sillon rhodanien et les sillons des marchés de l'Est en reconnectant le ferroviaire sur Amiens. Ça passe aussi, bien entendu, par un certain nombre de projets de développement sur lesquels nous allons nous positionner avec Valérie dans les semaines qui viennent. On est en train d'y travailler, Valérie Pécresse, pardon. Et donc, où on doit être en capacité, l'Île-de-France et la Normandie, de porter des projets ensemble. Ce que je constate du dialogue que j'ai pu avoir avec la présidente de la région Île-de-France, c'est qu'elle a totalement intégré dans son projet pour l'Île-de-France l'idée que le port de l'Île-de-France, c'est la Normandie, pour faire court, ou le Havre, si on le conçoit. Enfin, il y a un dernier sujet pour être extrêmement désagréable, qui est la question du canal Seine-Nord. Et je reprends cette formule qui, pour moi, résume, que j'ai récupéré, je savais qu'il avait dit ça quelque part, mais qui résume assez bien ce que nous, Normands, nous pensons du canal Seine-Nord, d'un homme qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, qui s'appelle Jacques Attali, et qui, parlant du canal Seine-Nord, a cette formule: c'est le pire choix possible, il détruit le Havre au bénéfice de Anvers et de Rotterdam. En clair, ce que nous disons, c'est que le canal Seine-Nord n'est concevable, je le dis en tant que président de la région, et je me battrai jusqu'au dernier souffle du président de la région, par tous les moyens, c'est que le canal Seine-Nord ne peut être porté par la France qu'à la seule et unique condition qu'on donne les conditions du développement du port du Havre, c'est-à-dire de faire en sorte que le port du Havre puisse être dans une situation concurrentielle avec les grands ports du Benelux. En clair, nous ne sommes pas contre la concurrence, mais nous sommes contre un système qui consisterait à donner un avantage comparatif supplémentaire au port du Benelux contre ce qui est la pépite des ports de France que constituent le Havre et son cousin Rouen. Et donc, en clair, nous disons, dès lors qu'on est prêt à mettre 5, 6, 7, 8 milliards d'euros dans le canal Seine-Nord, on doit bien être capable de mettre 500 millions ou 1 milliard d'euros pour faire en sorte que le port du Havre soit correctement connecté au réseau ferroviaire ou au réseau fluvial, où on peut revenir dans ce cas à la question de la Chatière et autres projets de ce genre. Donc, en clair, pour finir, l'avenir des ports de France est directement lié à la cohérence de la France sur sa politique en matière d'infrastructure.
et qu'on ne peut pas décider de tout mettre sur un canal si dans le même temps on ne donne pas les conditions de développement et d'équilibre concurrentiel avec les ports français, et le premier d'entre eux qui est le port du Havre. Donc, moi, mon message, il est clair. Il nous appartient de faire en sorte que, dans le cadre des plans d'investissement financés par l'Union européenne, nous n'oublions pas le port du Havre. Voilà, résumé en quelques mots, le message que je voulais adresser aux responsables portuaires qui sont ici. Merci beaucoup, Alain. Je vous propose, si ça ne vous dérange pas, de laisser 2 secondes la question du port du Havre uniquement pour revenir dans un champ politique plus global. Et je me tourne vers vous, Sébastien Pilard. Vous êtes conseiller régional des Pays de la Loire en charge de la croissance bleue et du développement international. Je vais vous poser une question plus large, puis comme ça vous vous y placez où vous voulez. Où est-ce qu'on place le politique? À quelle échelle faut-il le faire fonctionner? Comment? Vous étiez, avant, je crois, vous travailliez chez Bolloré. Donc... pas tout à fait chez Bolloré, j'ai travaillé chez la CMA-CGM. J'ai travaillé dans une JV entre Bolloré et Terminaling sur le port de Saint-Nazaire. Et c'est vrai que j'ai eu le mérite avant ma bascule en politique, de travailler 12 ans dans le domaine portuaire, voilà, notamment chez Terminaling et ensuite sur le port de Saint-Nazaire. Et donc votre regard avec 2 yeux différents peut être aussi intéressant sur cette façon d'organiser la cité et donc le politique. Alors moi qui ai affaire à un port nettement moins grand que celui du Havre et qui est qu'un an d'expérience dans le monde politique, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir à tout prix de la cohérence dans nos choix. Et quand j'entends qu'on se satisfait du cadre réglementaire, qu'aujourd'hui la loi Leroy est une avancée majeure, voire même novatrice, et qu'elle va en grande partie régler le problème du développement portuaire, j'ai du mal à le voir. Quand je prends la gouvernance par exemple, la gouvernance, on n'a pas changé grand-chose, mis à part avoir un siège de plus de la région au conseil de surveillance et avoir mis en place un comité d'investissement qui est uniquement consultatif. C'est bien. Le seul avantage que je vois, c'est que au moins les régions s'autosaisissent de la problématique portuaire. Ça, c'est novateur. C'est-à-dire que moi, on l'a vu, je vois que la Normandie, les Hauts-de-France sont très, je dirais, mettent le portuaire aussi au cœur de leur politique régionale, et ça, c'est majeur. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi en votant, je dirais, une politique portuaire au Conseil régional qui a été votée à l'unanimité. Avec notre président Bruno Retailleau, qui est aussi sénateur et président du groupe Les Républicains au Sénat, on avait proposé des amendements. Moi, je ne suis pas sénateur, mais je lui avais soumis quelques amendements. Et je pensais qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans cette modification de la gouvernance des grands ports maritimes. Parce qu'en fait, il y a eu une réforme en 2008 qui était très intéressante, qui va dans le bon sens. Et on a focalisé en fait sur le transfert des salariés du grand port maritime vers les privés. Mais on passe aussi à côté de quelque chose qui est essentiellement le transfert commercial, du risque commercial, où on était bien initialement un risque commercial exclusivement porté par les grands ports maritimes et qui aujourd'hui sont portés essentiellement par les investisseurs des sociétés privées. Et donc dans cette perspective, il me semble que la gouvernance du grand port maritime doit aussi migrer avec cette réforme de 2008 et bien évidemment intégrer les créateurs de croissance du portuaire, qui sont les opérateurs et les entreprises privées, qui sont les grandes absentes, mis à part le comité d'investissement, mais encore une fois, c'est consultatif. Et quand c'est consultatif, parfois on sait où ça nous mène, on donne l'avis. Et donc nous, c'est pour ça que je pense qu'il fallait rentrer dans une politique assez plus pragmatique, de dire qui décide et qui paye. Enfin, c'est un peu le béaba, mais qui décide et quand on parle de gouvernance entre l'État, les régions et puis l'ensemble des collectivités territoriales, déjà, au niveau de l'État, de qui on parle? Parce qu'entre le secrétaire d'État de transport, le ministre du développement durable et puis les participations de l'État, donc le ministre de l'économie, en fait, on a 3 interlocuteurs. Et ça, c'est le premier point, à mon avis, à régler, qui est de dire qui décide au niveau des grands ports maritimes. Et ensuite, de rentrer dans une politique assez pragmatique, de dire, voilà, qui s'engage, à quel montant, et rentrer un peu concept de droit qu'on peut voir dans beaucoup de sociétés, c'est-à-dire qu'après, l'engagement financier donne naturellement, je dirais, le pouvoir au niveau de la gouvernance.
et en veillant à intégrer aussi les sociétés privées qui, je le rappelle, notamment dans le conteneur... Le pouvoir financier qui donne naturellement le pouvoir... Dans la gouvernance, bien sûr. C'est le plus... Au niveau des choix. Voilà. D'accord, c'est le plus riche. Et en veillant, c'est pas le plus riche, c'est celui qui s'engage le plus financièrement à soutenir l'activité portuaire. C'est qui le prend le plus de risques. Exactement. Et en veillant aussi à intégrer de manière cohérente les opérateurs privés qui, je le rappelle, investissent aussi beaucoup dans les grands ports maritimes. Un portique, ça vaut entre 6 et 7 millions d'euros, notamment dans le conteneur, donc les opérateurs privés investissent beaucoup. Ça, c'est le premier point. Et nous, on l'a bien vu dans le grand port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est qu'on rentre dans cette démarche, on a un siège supplémentaire, et première, je dirais, action structurante de l'État vis-à-vis du grand port maritime de Saint-Nazaire, donc avec les dotations de dragage, où on nous enlève 1 million d'euros par an, d'une manière comme ça unilatérale et sans même qu'il y ait de discussion. Donc ça fait 5 millions d'euros sur 5 ans, alors même que le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire est dans un, je dirais, la pérennité économique du grand port maritime de Saint-Nazaire n'est pas assurée sur le long terme. Nantes-Saint-Nazaire, c'est 35 millions de tonnes il y a 10 ans, 25 millions de tonnes aujourd'hui, et aujourd'hui on est à break-even, enfin à point mort un peu économique, en compensant essentiellement les manques à gagner en termes de chiffre d'affaires par des augmentations de prix de terre qui sont répercutées sur les opérateurs privés. Je vous la fais courte, mais c'est à peu près ça. Et qu'aujourd'hui, ce modèle économique, qui veut dire le trafic baisse, les charges augmentent, et donc le prix unitaire va augmenter sur les opérateurs privés, donc ceux qui créent la croissance, à un moment ou à un autre, on risque de bugger dans la structure de coût des opérateurs privés. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on souhaite, à Nantes-Saint-Nazaire, rentrer dans un nouveau modèle économique, rentrer dans un port industriel, vous l'avez très bien référencé tout à l'heure, dire qu'il faut que nous ne sommes pas un grand port maritime, nous sommes un grand port maritime au plan statutaire, mais nous ne sommes pas un grand port maritime tel que peut l'être Fos et Le Havre, et nous devons créer un nouveau modèle avec de la valeur ajoutée. Voilà. Et qui dit la valeur ajoutée dit port industriel, et qui dit port industriel dit évidemment, et c'est là, Monsieur le Président, sur la partie sociale, où on a un sujet. Alors, le problème qu'on a dans le portuaire, c'est que dès qu'on commence à dire qu'il faut veiller à la sécurité et puis j'irai au climat social et éviter de créer des turbulences, je dirais que ça empêche toute réforme. Dès qu'on commence à rentrer dans un port industriel, mettre des dockers aujourd'hui dans un atelier ou dans une usine ou près de la valeur ajoutée, ça pose un vrai problème. Tout simplement en termes de flexibilité, en termes de coûts unitaires, en termes de compétitivité. Et donc le pavé social est fondamental. Il est fondamental parce qu'il est au cœur du manque de compétitivité de nos ports en France. On peut dire tout ce qu'on voudra, on peut relancer tout l'investissement, on peut relancer tout ce que... Voilà, j'ai travaillé longtemps sur le terrain, sur les quais, je peux vous assurer que c'est pas forcément le coût d'ailleurs, c'est surtout la flexibilité. Et ce sujet-là, en ce sens, la réforme de 2008, et donc on rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais je dirais les réformes sociales de 2008 qui a donné la convention collective, unifiée entre l'UPF et l'UNIC, donc entre le monde du public et le monde du privé, grosso modo, a été nocive, notamment pour les petits ports, les ports secondaires, où en fait on a dû payer 2 fois. Voilà. Enfin, en tout cas, quand je dis nous, je parle de Nantes-Saint-Nazaire. Et ça a été l'objet d'un surcoût énorme en termes de tout simplement ce que vérifient les opérateurs privés, qui est le coût de productivité horaire. Voilà. C'est la seule chose qui les intéresse. Et je peux vous assurer qu'en termes de coût, c'est un sujet important. Donc, on peut parler de réforme portuaire, de stratégie au sens large, d'infrastructure, de grands plans à 30, 40 ou 50 ans. Si on ne règle pas ce sujet-là, c'est l'objet l'essentiel critère de manque de compétitivité par rapport à nos ports de Nord-Europe. Et quand on parlait du canal Seine-Nord tout à l'heure, qu'on disait qu'il fallait veiller à la compétitivité, si on ne règle pas ce sujet-là, on a un problème. À Rotterdam, aujourd'hui, tous les ports sont automatisés. Il n'y a pas un seul grutier ou docker, je dirais... Je ne dis pas le contraire, mais je dis essayez de mettre aujourd'hui sur notre port en France un RMG automatique. Voilà, ça pose un vrai problème. Je dis juste qu'il faut juste veiller à ça. Et le deuxième point, c'est de veiller à ce que les investisseurs privés qui ont investi un peu d'argent depuis 2008 soient intégrés dans ces plans stratégiques portuaires. Parce qu'ils supportent un investissement commercial, un investissement financier. Et je pense que nous, la région, au regard du tissu économique régional, on a le domaine de compétences économiques, et notamment on veille aussi de défendre aussi les intérêts en partie des PME et des groupes qui investissent dans nos territoires. On se doit de veiller à ce que ces entités soient parfaitement bien intégrées dans la gouvernance et dans les projets stratégiques portuaires.
Et ce que je note depuis, enfin je suis arrivé un petit peu en retard, mais depuis un certain temps, c'est qu'on cite très peu les acteurs privés dans nos discussions. Très très peu. On l'a évoqué tout à l'heure ce matin. Mais depuis le début de l'après-midi, on les nomme très peu. C'est qu'on parle d'État, de collectivités, mais très peu d'acteurs privés, d'entreprises privées qui investissent notamment pour aussi le développement portuaire. Et je pense que tout ça en reboucle avec cette gouvernance qu'on doit absolument faire évoluer. C'est où se situe la région, où se situe le grand port maritime, donc avec l'État, et ce grand port maritime qui doit être au service de l'économie des territoires, donc bien évidemment avec l'ensemble des acteurs privés. Merci beaucoup Sébastien Pilat.